Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je commence par vous, Serge Bramly. Vous êtes historien, critique d'art, romancier et scénariste. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, parmi lesquels une remarquable biographie de Léonard de Vinci, considérée comme la biographie de référence de Léonard. Une biographie publiée en 88, mais entièrement remise à jour en 2019. À côté de vous, Jacques Franck, bonsoir. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs, experts de l'art pictural, notamment de Léonard de Vinci. Vous avez enseigné les techniques anciennes de peinture et de dessin. Et vous êtes aussi peintre vous-même, puisque dès l'âge de 8 ans, vous vous amusiez à copier Léonard de Vinci. Et puis Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, notre journaliste culture. Pascal qui a eu la chance d'ailleurs de pouvoir visiter cette exposition au Louvre. Absolument. Alors c'est une exposition magnifique et je vais vous expliquer très rapidement en 4 points pourquoi il faut aller voir cette exposition. Alors regardez, c'est l'occasion de revoir des chefs-d'œuvre qui sont conservés au Louvre et qui ont été restaurés, comme par exemple le Sainte-Anne, la Belle Ferronnière et le Saint-Jean-Baptiste, qui sont donc conservés au Louvre mais qui ont été restaurés. Et là-dessus, nos invités pourront nous éclairer. La deuxième raison pour laquelle il faut aller découvrir ces œuvres, c'est qu'on les découvre d'une autre manière, avec un procédé qui s'appelle la réflectographie. C'est une manière de découvrir l'œuvre différemment. C'est la genèse de l'œuvre, vous allez le voir, regardez, c'est le musicien qui nous a été prêté de Milan, si je ne me trompe pas, et c'est une technique infrarouge qui permet d'entrer dans la genèse de l'œuvre. On découvre les premiers et les derniers coups de pinceau et de crayon. Il y a cette autre œuvre qui s'appelle La Vierge à l'enfant, et là aussi, on entre dans la conception et le processus de création. La troisième raison, c'est que des 162 œuvres, beaucoup ont été prêtées, elles viennent de l'étranger, c'est la première fois qu'elles sont en France. Et notamment, vous le savez, il y a l'Homme de Vitruve. Vous savez que cette œuvre a été prêtée par Venise. Elle a failli ne jamais arriver, l'Homme de Vitruve, puisqu'il y a eu une procédure pour essayer de bloquer le prêt. Et puis, il y a une série de dessins absolument magnifiques, dont la plus grande collectionneuse, c'est la Reine d'Angleterre. Elle en a 542 et elle en a prêté au Louvre 80, c'est la première fois qu'on les voit à Paris. Et puis la quatrième raison, et moi très franchement c'est la partie de l'exposition qui m'a le plus ému, c'est ces carnets scientifiques. On entre dans l'œuvre, non pas seulement artistique mais scientifique, on entre véritablement dans l'esprit, la tête de Léonard de Vinci. J'ai envie de vous demander à tous les deux, parmi tous ces chefs-d'œuvre qu'on a vus, parmi d'autres que vous connaissez très bien de Léonard de Vinci, le ou lesquels vous préférez? Quelles sont les œuvres de Léonard de Vinci qui vous parlent, qui vous touchent le plus? Je ne peux pas parler de quelque chose d'individuel. Je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre qui me touche parce qu'il y a une continuité extraordinaire et la présence de ce que l'on peut appeler un don plus qu'exceptionnel, vraiment presque divin, si on peut utiliser ce terme. Mais évidemment, l'amour de ma vie, c'est la Joconde. Parce que c'est l'œuvre parfaite qui cristallise toute la recherche de Léonard. Donc ça, c'est une œuvre évidemment qu'il est difficile de comprendre, hormis sa célébrité extraordinaire par le public, parce qu'elle est peu vue. Chastel l'appelait l'illustre incomprise. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle est tellement dissimulée derrière tout ce qui la protège que le public a quasiment pas accès aux subtilités de la Joconde. Et il la voit surtout dans de bonnes reproductions. Mais pour moi, c'est véritablement la vedette qui transcende toutes les choses que Léonard a pu faire. Et vous, Serge Bramly? Je suis d'accord sur la Joconde, bien entendu, mais ce sont les 3 derniers tableaux de Léonard, la Joconde, la Sainte-Anne et le Saint-Jean-Baptiste qu'il a amené en France. Mais ce qu'on devine, c'est que ce sont des tableaux qu'il a gardés pendant des années avec lui, sur lesquels il a travaillé pendant peut-être presque 20 ans, et qui étaient vraiment l'aboutissement de sa pensée. Léonard, à la fin de sa vie, est considéré comme un philosophe. Et sa sagesse, elle est dans ces Il était bien d'autres choses encore, c'était vraiment... Il était... Oui, vous savez, la représentation est au cœur de la pensée de Léonard. Donc la peinture, c'est l'aboutissement. Et tout ce qu'il avait à dire, cet homme qui avait accumulé le plus grand savoir de son temps, finalement, il le dit par ses tableaux, un petit peu comme le Bouddha, à la fin de sa vie, montre une fleur en souriant, et c'est le message ultime. Jacques Franck, je crois qu'il y a 160 œuvres, 162, je ne sais pas le chiffre exact qui sont présentés. On dit qu'il n'y aurait qu'une vingtaine d'œuvres vraiment de Léonard de Vinci. Est-ce que c'est vrai? Il y en a moins que ça. Il y en a moins que ça. Il y en a moins que ça, oui. Finalement, Léonard n'a pas tellement l'intention de devenir un peintre. Il a tous les talents pour être le premier
des peintres. Et d'ailleurs, il le dit dans un brouillon de lettres qui n'a peut-être même jamais été envoyé à Ludovic Lemort, son protecteur et mécène pendant... Un de ses protecteurs, parce qu'il en a eu beaucoup. Oui, Ouais. voilà, pendant une quinzaine d'années. Mais il cherche à introduire dans la peinture un savoir extraordinaire qui témoigne d'une recherche, au fond, très profonde sur le sens de l'univers, on pourrait dire. Et j'ai même lu quelque part qu'il n'y avait aucune œuvre qui était totalement de lui. Ah non, Non, ça, je suis alors pas d'accord, non. ça, je suis pas d'accord. Non, il y a des œuvres qui sont manifestement entièrement de sa main. Ouais. Et au fond, elles éclatent d'un tel génie qu'on ne peut pas imaginer qui d'autre que lui aurait pu les peindre. Comme la Joconde. Comme la Joconde. Alors justement, la Joconde, il y a Pascal. dans l'exposition un voyage en 3D. Vous l'avez fait? Parce que moi, je ne l'ai personnellement pas fait. Est-ce qu'il est... On va voir quelques images. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Parce que c'est quand même très particulier, cette reconstitution. On entre dans le tableau. Non, mais moi, je ne suis pas allé là-dedans parce que, si vous voulez, j'ai un rapport assez particulier avec la Joconde. D'autre part, je l'ai vu 6 fois décadré. Je l'ai tenu 2 fois entre les mains. Donc, si vous voulez, j'ai un rapport quasiment Ça ne vous parle pas, charnel. ça. De la voir comme ça, c'est pas Non, pour ça ne vous. me parle pas, ça. Ouais. Parce que, si vous voulez, ce sont des projections par des gens qui ne peignent pas Ouais. et qui ne connaissent pas donc toute la problématique de la création de la Joconde. Alors, je comprends très bien que ce soit bien pour le grand public, parce qu'il faut quand même pouvoir l'attirer. Bah, il y en a aussi. Hein. Oui. Il en faut pour tout le monde. Il en faut, oui, c'est ça, on peut dire il en faut pour tout le monde. Mais la Joconde, c'est un petit peu comme les inventions à 2, 3, 4 voix de Bach. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et il faut tout de même essayer d'amener le public à comprendre cette complexité en trouvant des moyens simples pour l'exprimer. Justement, vous avez dit tout à l'heure, et vous êtes vraiment un des spécialistes de la Joconde que vous avez étudié très longuement. Vous avez d'ailleurs apporté avec vous, je pense que c'est un œil, l'œil de la Joconde. Oui, c'est l'œil gauche. L'œil gauche de la Joconde. Quelle est la technique picturale révélée par ce que vous tenez entre les mains de Léonard de Vinci? Oui, technique, je spécifie tout de même, qui est désormais prouvée scientifiquement. Oui. Par une équipe du CNRS, hein, parce que c'est quand même, il faut le savoir. C'est une technique qui est propre à Léonard, qui réagit vis-à-vis de la représentation de la forme comme un scientifique, c'est-à-dire qu'il démonte et il étudie l'optique afin de comprendre quelle est la façon qu'a l'œil humain de percevoir la forme, et il comprend que pour pouvoir être fidèle à la nature et la représenter d'une façon absolument à l'identique, si je peux dire, il faut comprendre tous les mécanismes de la vision, et alors il adapte à la peinture une technique inspirée de l'optique, et qu'il adapte aux moyens, aux possibilités de la peinture de pouvoir représenter. Et Pourquoi alors, sur cette image, il y a une partie à gauche et une partie à droite? parce qu'il a compris que dans la nature, c'est un des aspects de sa démarche, les contours n'existent pas. N'est-ce pas? Et les peintres, à cette époque-là, ont l'habitude de représenter la forme en faisant des contours très visibles, comme par exemple Botticelli. C'est ce qu'on appelle le fondu complexe. Et alors, le fondu complexe, c'est le nom que j'ai donné pour cette technique. Il va plus loin que le problème des contours qu'il abolit, mais pour pouvoir abolir les contours, un peintre ne peut pas se dispenser au départ de faire du dessin. Et il recouvre de couches successives un dessin de base qu'il va abolir pour petit à petit ne représenter que les incidences des plans qu'il définit entre ombre et lumière très marquées au départ, et petit à petit, en voilant progressivement la forme, il fait en quelque sorte un travail de photographe. Si D'accord, mais pas seulement pour la Joconde, ça c'est l'œil de la Joconde, mais il a non, la utilisé Joconde et cette la technique cristallisation de cette technique, il y vient petit à petit, et la Joconde sera une œuvre expérimentale sur laquelle il va passer avec de savantes recherches et un travail absolument fou, une quinzaine d'années à faire dans les couches de finition des touches d'un 20e, d'un 30e et d'un 40e de millimètre. Serge Bramly, c'est vraiment un peintre unique, Léonard de Vinci, dans toute la Renaissance italienne. Il n'y a pas d'équivalent, parce que sa science de la peinture, elle regroupe énormément de choses. Léonard est anatomiste et il connaît le corps humain comme aucun, j'allais dire pas artiste, comme aucun médecin.
ne connaissait le corps humain. Philosophe, anatomiste. Mais vous ingénieur. pouvez ajouter géologue, parce que lorsque vous regardez la Sainte-Anne, c'est aussi une leçon de géologie. On voit les strates de terre qui s'accumulent et jusqu'aux plaques tectoniques qui se soulèvent derrière. Léonard, c'est une pensée extrêmement complexe, et cette exposition a le mérite de nous rendre cette complexité. Il y a une planche que j'aime spécialement, parce qu'elle est émouvante, où on a l'impression d'être dans la tête de Léonard. Sur la même planche, il y a de la géométrie, parce qu'il y a toujours de la géométrie chez lui. Il y a une statue d'après l'Antique, il y a une fleur, il y a des nuages dans un coin, il y a de la mécanique à droite. Tout ça est sur la même page et tout ça cohabite parce que ça cohabitait dans sa tête. Alors, tout à l'heure, Pascal a parlé des carnets. Oui, alors les carnets très important. extraordinaires. Il faut savoir que ces carnets, la plupart, certains sont conservés en France, dans la Banque de France, dans un coffre-fort bien gardé. Certains viennent d'Italie, certains viennent d'Angleterre. Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on voit, vous le voyez sur ces images, Léonard de Vinci écrivait à l'envers. Alors, il y a plusieurs théories, et sûrement nos spécialistes vont pouvoir nous éclairer. Certains disent que c'est parce qu'il était gaucher, donc c'était pour ne pas faire de traces dans le carnet. D'autres pour garder le secret. Quelle est la réponse? Quelle est la raison pour laquelle il écrivait à l'envers? Non, il n'y a pas 12 théories. Il était gaucher. Ce que ça nous apprend, c'est que c'était un gaucher qui n'était pas contrarié. Et ça, c'est intéressant parce que Léonard, qui était enfant bâtard, qui a grandi à la campagne, qui n'était pas destiné à l'université, qui se définissait lui-même comme homo senza lettere, un homme sans lettres, et il en faisait même un point d'orgueil, a tout appris par lui-même. Et quand on voit cette écriture spéculaire, qui est propre aux gauchers, tous les gauchers sont capables d'écrire dans les deux sens, lorsqu'ils n'ont pas été contrariés, c'est beaucoup plus naturel pour eux d'écrire dans ce sens-là. Ouais. Léonard pouvait écrire de la main droite. Pas de la main droite, mais dans le bon sens, disons. Et on a des textes de lui, notamment des listes de commission, par exemple, qu'il laissait pour ses assistants, où c'est écrit dans le bon sens. Mais pour lui, ça allait beaucoup plus vite. Alors, ces carnets dont vient de parler Pascal, il avait des carnets en permanence avec lui. On ne peut pas imaginer Léonard de Vinci, si on essaye de se l'imaginer comme il était au XVe siècle, ou au début du XVIe, il écrivait tout le temps, il annotait, il dessinait. Il prend des notes tout le temps. Tout le temps. Il prend des notes qui sont complexes à déchiffrer, parce que parfois, il lit ou il entend des choses, et donc il les note. À l'époque, il n'y a pas de guillemets. Ouais. 20 pages plus loin, vous trouvez une phrase qui dit exactement le contraire de ce que... Et là, on comprend que c'est une citation, soit qu'il a lu, soit qu'il a entendu, et qu'ensuite, il a pratiqué une expérience, et que lui donne après sa propre opinion. Donc les carnets sont très difficiles pour ça, parce que pour lire Léonard, il faut connaître tout le savoir de son temps. Ouais. Alors, ce que ces carnets nous révèlent aussi, c'est qu'il invente en permanence à la fois des automates, des machines, parfois des machines de guerre, des instruments de musique, des automates. Et c'était notamment avec ces automates qu'il faisait ces fameuses fêtes. C'est un peu, pour caricaturer, c'est le Cirque du Soleil avant l'heure, puisqu'il organisait des fêtes incroyables pour François Ier. Mais surtout, il n'arrêtait pas d'inventer, en fait. Dans ses carnets, c'est pas seulement des citations, c'est son imagination. Bien entendu, mais vous parlez de fêtes, c'est Steven Spielberg, c'était un maître en effets spéciaux. On a des descriptions par des ambassadeurs qui ont assisté à ces fêtes. C'est absolument prodigieux. Des montagnes qui s'en trouvent, des sphères qui tournent et qui changent de couleur. Léonard était passé maître là-dedans comme magicien. Mais même cet art du théâtre... Comme magicien. Quelque chose en plus à rajouter à ses talents. Par exemple, cet art du théâtre... on le retrouve dans sa peinture. Si vous regardez les perspectives, ce sont des perspectives illusoires, faites pour augmenter l'espace. Si vous regardez la manière dont il traite les contrastes, c'est-à-dire que le fond et le premier plan sont rarement en accord. C'est un écrin en général antithétique par rapport au sujet. La Joconde, par exemple. Le fond est terrible, c'est un fond de fin du monde. Et en même temps, on a une Joconde souriante. Et ça fonctionne. Ce contraste est extraordinaire, justement. Monsieur Bramley le souligne. Cette invention de cette femme heureuse, jeune, belle et détendue, qui sourit. Ça, c'est votre Joconde, comme vous l'aimez. Voilà, oui. La vraie. La vraie. Avec cet arrière-plan un peu terrifiant, avec des bouleversements géologiques que l'on devine. Et c'est justement théorisé par Léonard, qui puise dans ses notes, dans ses notations de paysages qu'il a pu voir, de montagnes, etc., des éléments qu'il assemble et qui lui permettent de créer des effets, justement, à partir de la réalité, mais transformés à son idée au service de la peinture. J'ose vous interrompre pour montrer ce
ce beau dessin, là, l'échevelé. Ce n'est pas un dessin. Qui est magnifique. C'est sur une panneau peinture à de l'huile. bois, Pour c'est moi. une peinture. C'est une peinture à l'huile. Non, mais je sais, c'est très trompeur. Vous avez Oui, on pourrait croire que c'est un dessin, raison. mais bon. Oui, bien sûr. Et curieusement, à mon avis, c'est parfaitement achevé. Ah. Et ce qu'on voit, et c'est miraculeux, c'est traits à l'entour qui ont l'air de sortir de la peinture chinoise, Oui. qui sont vraiment des traits Ou japonais, hâtifs, oui. ou japonais, Oui. des traits hâtifs. Et le de visage est pinceau. parfaitement dessiné et les cheveux sont esquissés. Et ce que je peux dire, si vous le permettez, Ouais. c'est qu'aucune reproduction ne peut rendre la beauté et la finesse du modelé de ce visage. Ouais. Il faut vraiment le voir J'ai- au Louvre pour la subtilité. J'ai lu que Léonard de Vinci considérait la peinture comme l'art par excellence. Oui. Que c'était l'expression la plus aboutie, la plus achevée de l'art, Oui. au-dessus de tous les autres arts qu'il connaissait pourtant parfaitement. Oui, oui. Il faut dire que c'est un débat qui occupe tout son temps, toute la Renaissance, qu'on appelle la comparaison des arts. Ouais. Et Léonard met le dessin beaucoup plus haut que tout le reste, avec des arguments parfois amusants. Il dit, regardez, le sculpteur se salit, au moins le peintre est propre. Il peut ce genre travailler de dans choses. un salon Le proprement. Il musicien... était sculpteur aussi d'ailleurs. Il Oui. était sculpteur aussi. aussi. Mais je pense qu'il pense à la représentation. Ouais. L'idée, finalement, pour un homme, c'est de laisser quelque chose qui soit une représentation du monde. Et il pense que rien ne peut représenter le monde dans son mystère comme la peinture. Ouais. Je voudrais que vous nous parliez en quelques secondes de ce qu'on appelle le sfumato. Le sfumato, c'est ça. C'est ça le sfumato. Voilà. C'est-à-dire que c'est toute la partie fondue, D'accord. sfumato, comme une fumée. D'accord. Un côté enfumé. Et ça, c'est c'est un la procédé façon. Il a compris. Ça, c'est Léonard, vraiment. On peut dire qu'il a inventé le procédé. Ça existe à des stades, comment dirais-je, très élémentaires avant lui, mais il l'utilise quasiment comme un élément fondamental de la peinture. Ouais. C'est-à-dire comment, entre les grandes oppositions d'ombre et de lumière, relier toutes les parties intermédiaires et qui vont contribuer à la sensation visuelle du relief par l'observateur. Et donc il travaille sur ces subtilités extraordinaires qui sont véritablement parfaites dans la Joconde et qui vont même au-delà du concevable dans le Saint-Jean-Baptiste, avec une attention très longue et considérable pendant des années et des années. Et donc, il y a des techniques spéciales pour obtenir ces transitions aussi subtiles qui sont les siennes. On ferait 2 heures avec vous, mais Voilà. le temps passe très vite. Je voudrais encore, si vous le permettez tous les trois, parler des relations entre la France et l'Italie, parce qu'en fait, il a terminé sa vie à Amboise. Il est venu à l'invitation du roi François Ier pendant 3 ans. Il a vécu en France. Alors, il y a toute une petite polémique. Les Français le considèrent comme un Français, les Italiens, évidemment, comme un Italien. Je vois que vous soufflez. En fait, c'est un peintre italien de la Renaissance italienne. Vous savez, non, c'est un peintre toscan. L'Italie n'existe Oui, pas. c'est vrai, c'est vrai. C'est un peintre toscan qui a passé la majeure Florentin, partie Milanais, de sa enfin bon, vie toscan. à Milan, Oui, bien sûr. Lombard de cœur, si Ouais. vous voulez. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a travaillé pour 3 rois de France. Ouais. Il a travaillé pour Charles VIII, pour Louis XII et pour François Ier. D'accord. Il a passé énormément de temps au service de la France. Si on lui avait demandé son identité, il aurait dit quoi, lui? Européen, probablement. Européen. Mais à l'époque, ça ne voulait pas dire grand-chose. Non. Non, il est irréductible à ce type de départ, Ouais. je pense. Donc on va C'est pas- un on homme va pas- universel, il a voulu l'être. Bien sûr. Et, n'est-ce pas, donc... On va terminer sur cette mauvaise querelle. Il a voulu être universel, il l'était, et c'est tout ce qu'il faut considérer. C'est de vraiment lui. le génie, l'artiste qui incarne sans doute le mieux la Renaissance. L'exposition, si vous passez par Paris, c'est au Louvre jusqu'au 24 février. Vous avez eu la chance déjà de la voir 2 fois. Moi, pas encore, donc je vais me dépêcher. Merci en tout cas. Merci. Merci à tous les 3.